Bien, pour la suite, nous allons corriger l'exercice 2 de la fiche 4. Donc il s'agit de la fiche 4, cette fiche que vous allez voir ici, hein, que je peux vous projeter intégralement là. Donc il s'agit de cette fiche sur les calculs et les petits problèmes. Nous avions déjà corrigé l'exercice 1 où il fallait développer. Dans l'exercice 2, nous allons ici faire un petit exercice où on va faire une conjecture. Donc je vais vous expliquer ce que c'est une conjecture si vous n'avez jamais entendu parler de ce mot-là. Puis après, nous allons démontrer cette conjecture. D'accord ? Donc en mathématiques, une conjecture, c'est un résultat qu'on semble observer, une espèce d'hypothèse. En faisant des essais, on va remarquer certaines choses. Et on va donc faire une hypothèse sur ce qui peut se passer de façon générale. Donc le mot hypothèse est un mot qui est employé dans les autres sciences. Nous, en mathématiques, on dit qu'on conjecture. On établit un constat, mais sans apporter au départ de preuves. D'accord ? Donc, on va donc regarder ce qui se passe là pour voir s'il y a quelque chose de remarquable en calculant la somme de 5 entiers consécutifs. Donc, pour réaliser une conjecture en mathématiques en général, on essaye de faire des essais d'abord. On demande de calculer la somme de 5 entiers consécutifs pour remarquer quelque chose. Donc, on demande de faire plusieurs essais. Donc, 5 entiers consécutifs, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire 5 entiers qui se suivent. Donc, quand on demande de faire ça, on peut choisir n'importe quel entier pour démarrer. On peut commencer par 1, par exemple. Donc, si on commence par 1, je fais un premier essai. Donc, 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Donc, j'ai ici 5 entiers consécutifs. Je réalise cette somme. Donc, vous additionnez tout ça et vous faites la somme. Donc, 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 3, 6. 6 et 4, 10, ça fait 15. Voilà. Et on va répéter des essais. On peut très bien commencer par après 7, par exemple. Je prends vraiment totalement au hasard. Donc dans ce cas-là, je fais 7, plus 8, plus 9, plus 10, plus 11. Je calcule cette somme. Donc 7 et 8, 15. 15 et 9, 24. 24 et 10, 34. 34 et 11, ici 45. Et je vais encore produire quelques essais jusqu'à observer quelque chose de remarquable. Bien, après de nombreux essais, donc j'en ai fait quelques-uns, ici j'ai pris des entiers au hasard à chaque fois et j'ai additionné des entiers consécutifs. J'en ai pris 5, 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, je trouve 30. Par exemple, le dernier j'ai fait 42, plus 43, plus 44, plus 45, plus 46, je trouve 220. Donc il s'agit maintenant de remarquer quelque chose de particulier, notamment sur les résultats qu'on obtient. Donc vous pouvez constater qu'en observant ces différents résultats, les nombres sont des nombres qui visiblement finissent de temps en temps par 5, pas celui-ci, ou alors par 0. Or, vous avez vu à l'école primaire qu'un nombre qui finit par 5 ou par 0, c'est un nombre qui est qualifié de multiple de 5. C'est un multiple de 5. Donc là, l'une des conjectures qu'on pourrait émettre suite à cette observation, c'est le résultat donne toujours un multiple de 5. Donc j'ai énoncé et j'ai écrit cette conjecture, je marque conjecture, le résultat est un multiple de 5. Attention, c'est une conjecture, c'est-à-dire que je n'ai encore rien démontré, j'ai juste observé sur quelques exemples, je n'ai fait que 8 exemples. Est-ce que ces 8 exemples me permettent d'affirmer ça avec certitude? Ben non. En mathématiques, ici, ce résultat-là, je l'énonce de façon générale à partir de l'observation uniquement de quelques exemples. Or, il y a une infinité d'entiers consécutifs. Donc, je n'ai absolument pas du tout démontré que c'était toujours le cas. Donc même si j'avais fait beaucoup plus d'exemples, 1000 exemples, 10 000 exemples, je n'aurais pas pour autant prouvé que c'est tout le temps vrai. Donc maintenant, il faut passer à l'étape de la démonstration. Donc passons à l'étape de démonstration, essayons de voir comment peut-on démontrer que c'est toujours le cas. Donc tout est dans le toujours. Donc c'est-à-dire que ici, je dois pouvoir prendre n'importe quel entier consécutif. Comment va-t-on faire? Et c'est là qu'intervient la puissance des mathématiques, car comment travailler sur un nombre quelconque? Ben, on va utiliser, non? On va utiliser quoi? Une lettre. On va faire du calcul littéral. On va dire qu'un nombre quelconque, je vais l'appeler par la lettre x, par exemple. Donc si je considère un nombre x entier quelconque, et je vais additionner les 5 entiers consécutifs. Donc, si j'ai x qui est le premier nombre, le suivant, comme ici je suis passé de 7 à 8, comment il s'écrit? Ben, de 7 à 8, j'ai fait quoi? J'ai avancé de 1. Donc si je commence ici par x, le prochain va s'écrire x plus 1. Donc regardons. Donc ici je passe à cette étape 2. Donc j'écris ici
que je note soit x, un nombre entier, alors les suivants, donc j'en veux 5 qui soient consécutifs, donc c'est-à-dire que je dois choisir 4 entiers encore, donc les 4 suivants s'écrivent comment? Donc comme je vous ai dit tout à l'heure avec l'exemple, si ici le premier c'est 7, le suivant c'est 8, j'ai ajouté quoi à 7? J'ai ajouté 1. Donc le suivant après x, c'est tout simplement x plus 1. Celui d'après, on fait quoi? On rajoute encore 1 vu qu'on continue à augmenter. C'est x plus 2. Celui d'après, ce sera x plus 3. Et enfin, le cinquième, ce sera x plus 4. Donc on peut constater que si je pars de x, les 4 suivants seront respectivement notés ici. X plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4. Et je considère la somme de ces 5 nombres. Donc j'écris la somme, que je vais noter S pour faciliter l'écriture, est égal à tout simplement x plus 1, je mets encore pour l'instant des parenthèses, plus x plus 2, plus x plus 3, plus x plus 4. Donc là, j'ai bien écrit la somme de 5 entiers consécutifs quelconques. C'est-à-dire que j'ai pris un nombre quelconque en désignant ce nombre-là par une lettre x. Je vais calculer cette somme avec notre connaissance du calcul littéral, notamment le calcul ici algébrique. Les parenthèses ici, je peux les enlever, donc finalement, je vais faire x plus 1, plus x plus 2, plus x plus 3, plus x plus 4, et je réduis ce calcul. Je le réduis, donc ici je vois un x, plus un autre x, plus un autre x, plus un autre x, plus un autre x. Donc en les regroupant, je constate qu'il y a ici 5x. Il me reste 1, plus 2, plus 3, plus 4. J'additionne 1 plus 2, plus 3, plus 4, j'obtiens 10. Donc je me retrouve avec une somme qui vaut 5x plus 10. Comment valider notre conjecture? Est-ce que ce calcul valide notre conjecture? Donc la question qui est soulevée ici, est qu'est-ce qu'un multiple de 5? Si vous analysez qu'est-ce qu'un multiple, nous allons revoir ça dans le cours ultérieur, mais vous l'avez déjà vu dans le cours au collège, un multiple de 5, c'est un nombre qui est donc multiplié par 5. Autrement dit, on peut l'écrire 5 fois un autre nombre. Par exemple, 30, ici, c'est bien un multiple de 5. 30, c'est 6 fois 5. 40, c'est bien un multiple de 5, c'est 8 fois 5. 45, c'est bien un multiple de 5, c'est 9 fois 5. 115, pourquoi c'est un multiple de 5? Si on analyse, c'est 5 fois 23. Donc, de manière générale, si je veux justifier qu'un nombre est un multiple de 5, j'ai juste à l'écrire 5 fois un autre nombre. Donc ici, posons la question, est-ce que 5x plus 10 peut s'écrire 5 fois un autre nombre? Nous constatons qu'ici, il s'agit de faire ce qu'on appelle une factorisation. Donc on peut mettre 5 en facteur. Si vous remarquez, 5x plus 10 s'écrit 5 facteur de x plus 2. Alors pourquoi x plus 2? Tout simplement parce que 10, c'est 5 fois 2. Donc si on développe 5 fois x, ça fait bien 5x. Et 10, c'est bien 5 fois 2. Donc qu'est-ce qu'on voit? On vient d'écrire que la somme S s'écrit 5 fois x plus 2, où x plus 2 est un autre nombre. Donc autrement dit, on a justifié notre conjecture. Ainsi, comme x plus 2 est un nombre entier, que j'appelle par exemple m, et que du coup j'ai démontré que la somme S c'est 5 fois m, j'ai donc démontré que S, la somme évoquée avant, est bien un multiple de 5. Donc je viens donc de démontrer que la conjecture est donc vraie, c'est-à-dire que toute somme de 5 entiers consécutifs donne un multiple de 5. C'est QFD comme on dit en mathématiques, ce qu'il fallait démontrer. Donc ce qu'on note comme ça.
Bien, dans cet exemple, nous avons vu que nous sommes passés d'une conjecture à une propriété. Hein. Nous sommes passés maintenant à une propriété, vu que nous avons démontré que c'est vrai, que c'est toujours vrai. La somme de 5 entiers consécutifs est toujours un petit de 5. Donc en mathématiques, souvent c'est de l'activité mathématique au travers de tous les siècles, se résume à ce genre de problématique-là, à savoir les conjectures ont été émises, des conjectures ont été émises, puis après, il s'agit de savoir les démontrer pour voir s'ils sont effectivement toujours vrais. Et là, il y a toute une histoire derrière ces conjectures. Bien, un petit peu d'histoire pour finir cette séquence sur l'exercice 2. Nous avons vu qu'on peut émettre une conjecture suite à l'observation d'un exemple et être amené à démontrer cette conjecture pour être sûr qu'elle soit vraie. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de nombreuses conjectures ont été établies par des mathématiciens puis démontrées juste après par les mêmes mathématiciens ou d'autres mathématiciens. Et ça, il faut se rendre compte que c'est des fois un travail fastidieux. Certaines conjectures ne sont toujours pas démontrées actuellement. Donc une conjecture qui n'est toujours pas démontrée actuellement, il s'agit de la conjecture de Goldbach. Si vous allez ici faire des recherches sur cette conjecture, je vous laisse soin de chercher. Donc des conjectures célèbres. Donc la conjecture de Goldbach est une conjecture célèbre qui peut être comprise par un élève lycéen. Vous avez la conjecture de Riemann. Alors celle-ci a la particularité d'être extrêmement difficile à comprendre dans son énoncé déjà, donc elle n'est pas du tout à la portée d'un lycéen. Mais sachez qu'elle est tellement importante, cette conjecture, elle est toujours non démontrée depuis plus d'un siècle et qu'elle fait partie des problèmes du millénaire, hein, décidé par l'Institut Clay au début de ce millénaire, donc en l'an 2000. Et elle est primée par $1 million pour la personne ou les personnes qui vont la résoudre. Donc actuellement, il y avait certaines conjectures ici sont de ce type-là, c'est-à-dire primées par une somme très importante, car on estime qu'elles peuvent révolutionner les mathématiques et bien plus loin que les mathématiques. Donc sachez qu'il y a 7 conjectures primées par l'Institut Clay à $1 million, et que ces 7 problèmes du millénaire, un a été résolu il y a quelques années par un mathématicien qui s'appelle Perelman. Donc cette autre conjecture qui a été résolue, c'est la conjecture de Poincaré, qui était un mathématicien français du début du XXe siècle, qui a aussi côtoyé Einstein et qui a discuté avec Einstein de la relativité. Il avait formulé une conjecture sur les sphères, assez compliquée à énoncer aussi, qui a été résolue donc par Grigori Perelman, un mathématicien russe, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça. Vous chercherez ici cette information sur Internet. Alors, d'autres conjectures ont traversé les âges. Pour vous montrer, je vais vous parler de la conjecture de Fermat. Donc, Pierre de Fermat est un mathématicien du XVIIe siècle français qui a émis une conjecture en 1600 des poussières, donc au XVIIe siècle. Et cette conjecture, moi, quand j'étais élève, elle était encore une conjecture. Hein. Quand j'étais à votre place en seconde, c'était encore une conjecture. Cette conjecture, elle s'était basée sur l'observation de la généralisation des triplets pythagoriciens. Vous savez tous que si je considère l'équation x carré plus y carré égale à z carré, cette équation-là, et si on a des solutions non nulles, qui sont des triplets pythagoriciens. Alors pourquoi ? En fait, on sait la résoudre depuis l'Antiquité. Si on considère que x, y, z représentent les côtés d'un triangle, par exemple, vous connaissez depuis le collège avec le théorème de Pythagore. Donc ici, le triplet, donc les trois nombres 3, 4, 5. Et vous savez que si vous considérez un triangle ABC avec comme côté AB qui veut 3 cm, AC 4 cm et BC qui vaut 5 cm, vous savez que ce triangle est rectangle en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore. AB carré plus AC carré est égal à BC carré. Donc ici, vous pouvez vérifier 3 au carré plus 4 au carré, ça vous fait justement 5 au carré. C'est 9 pour 3 au carré, 4 au carré c'est 16, donc 9 plus 16, ça fait 25. Et 25 c'est 5 au carré. Donc vous voyez que cette équation-là, ici, a des solutions, prenant x égale à 3, y égale à 4 et z égale à 5. Et en fait, il y en a bien d'autres. En fait, il y en a une infinité. Donc il y a les nombres qui sont en fait des multiples de 3, 4 et 5 qui vont être solutions. Il existe d'autres triplets, et donc chaque fois, c'est en lien avec la géométrie. Donc Pierre de Fermat, donc notre mathématicien français
Donc, c'est poser la question, est-ce qu'il peut généraliser ça avec x au cube? Donc là, plus rien à voir avec les triangles rectangles, mais il s'est posé la question, qu'en est-il d'une équation qui s'écrit x au cube plus y cube égale à z cube? Peut-on trouver des solutions avec 3 entiers non nuls, hein? Il exclut d'office 0, 0 cube, 0 cube égale à 0 cube. Ça, c'est ce qu'on appelle une solution triviale, c'est trop simple. Donc ça, il se dit qu'il exclut. Donc existe-t-il une solution à cette équation? Ben, en fait, il a écrit dans une note qu'il a publiée à l'époque, il a tout simplement dit, je conjecture, enfin, qu'il n'y a pas de solution ici à cette équation, autre que 0, 0, 0. Mais il n'a pas laissé de preuve. Il a dit qu'il avait démontré qu'il n'avait pas la place pour le marquer dans la petite note qu'il nous mettait dans son cahier à cet endroit-là, mais qu'il l'avait démontré. Alors, en fait, il a été même plus général que ça. Il a tout simplement fait ça pour des puissances n quelconques. Et il a dit que si n est un entier supérieur ou égal à 3, cette équation-là n'a pas de solution autre que le triplet 0, 0, 0. Et bien, cette conjecture-là, elle a traversé les siècles jusqu'à arriver donc en 1995. Donc moi, j'étais déjà passé par le lycée, et donc de mon époque, c'était pas démontré encore, c'était une conjecture. Ben, sachez que maintenant, c'est un théorème, parce qu'il avait raison, mais la démonstration a exigé près de 4 siècles de recherche par de nombreux mathématiciens. Donc de nombreux mathématiciens se sont arrachés les cheveux, s'il veut me permettre, sur cette conjecture. Eh bien, même ceux qui n'y sont pas arrivés à la démontrer, dans sa général, ils ont découvert des fois d'autres choses en mathématiques qui ont permis de faire des progrès en sciences. Donc la recherche d'une conjecture, c'est une grande aventure. Donc là, bien sûr, on ne va pas l'aborder cette année, mais c'était là un petit moment d'histoire. Donc sachez que certaines conjectures sont démontrées, je les encadre, d'autres ne le sont toujours pas. Et bien là, j'en ai mis que 4 comme exemple, mais il y en a bien d'autres. Et peut-être que vous allez en découvrir de l'autre côté. Voilà. Voilà pour le petit moment d'histoire. Donc on aura l'occasion d'en parler en classe.